Bref, du coup, avançons et passons au tout dernier joueur dont on va discuter aujourd'hui. Ensuite, on fera un point sur le classement. Et ce dernier joueur, alors moi je l'avais numéro 1 du coup, et de manière incontestable, et toi tu l'avais en numéro 3, c'est Kyle Lowry du coup. Kyle Lowry, 10 saisons sur la NBA, et pour le coup lui c'est 10 saisons pleines, il n'y a pas de mauvaise saison à retirer, en tout cas pas trop il me semble. Draft 2006 d'ailleurs, donc il arrive, il a déjà 23 ans au niveau de cette décennie. Sur la décennie, 17 points de moyenne, 7 assists de moyenne, et 35 minutes de jeu en moyenne par match. C'est plutôt pas mal. Tu vois, au niveau des minutes, on est sur 23 000 minutes de jeu sur la décennie, plus de 677 matchs, et encore, on parle que de la saison régulière, évidemment. Il y a 84 matchs à rajouter au niveau des playoffs. Champion NBA en 2019, du coup avec Toronto, 6 fois All-Star, mais bizarrement, une seule fois All-NBA. C'était en 2016 et c'était que la 3e équipe. Bon, moi j'aurais quelques trucs à redire dessus. Malheureusement pour lui, le palmarès n'est pas aussi grand qu'il aurait pu de ce point de vue-là. Comparaison NBA Draft.net, Tim Hardaway, du coup le papa, pas celui de Dallas actuellement. Niveau surnom, Monsieur Raptor, le Groth. Alors Groth, je pense que c'est Goth avec Raptor, Greatest Raptors of all time. North Philly Finest au niveau des surnoms, puisqu'évidemment il vient de Philadelphie. D'ailleurs, je crois qu'il a son maillot retiré du côté de Villanova, la fac ça m'étonnerait pas, ouais. La fac de Philadelphie. Et surnom aussi Bulldog. Je trouve que ça lui va bien. Oui, c'est son physique, son visage marche bien avec. Pour retracer un peu son parcours avant que je te lance un peu sur qu'est-ce que tu as à dire sur ces années. Donc il commence, il a 23 ans, il est du côté de Houston, parce qu'il avait commencé, il avait été drafté fin de premier tour par Memphis, mais Houston et Daryl Morey étaient allés le chercher, parce qu'ils trouvaient qu'il y avait des trucs intéressants. Et je pense qu'effectivement, ça s'est un peu confirmé. Donc c'est un Houston un peu pas mauvais, mais pas bon, clairement on peut dire comme ça, avec du Aaron Brooks, du Kevin Martin, du Scola, du Batir, du Carl Landry d'ailleurs justement, Chuck Hayes, etc. Donc là il a à peine 23 ans, comme je dis, il reste 2 ans à Houston. Ensuite il est échangé en 2012 du côté de Toronto contre un tour de draft qui deviendra Steven Adams. Pas mal. Et échangé aussi contre Gary Forbes. Est-ce que tu te souviens de Gary Forbes? Parce que moi, pas du tout. Si, moi ça me parle, je sais plus trop pourquoi, mais je crois que c'était un joueur un non drafté qui avait un peu fait une surprise et qui avait un peu le potentiel de super remplaçant. Ouais, devenu très très riche depuis Forbes. Mais bref. Il a fait un magazine, oui. Donc du coup, 2013 du côté de Toronto, c'est la seule année à Toronto où lui est à Toronto et ça se passe pas très bien d'un point de vue collectif en tout cas. Et puis ensuite, 2014, l'équipe devient compétitive, notamment avec lui. Ils font les playoffs, éliminés malheureusement au premier tour contre les Nets. 2015, très très grosse année pour Toronto, mais tombe au premier tour contre Washington un peu. C'était pas prévu, c'était un peu une catastrophe sur la fin de saison. 2016, 2017, 2018, c'est le triplé éliminé par Cleveland à chaque fois. La fameuse légende de LeBronto, ça naît de là. Alors sur le lot, il y a quand même une finale de conférence en 2016 et ensuite 2 demi-finales de conférence en 2017 et 2018. Après quoi, 2018, il y a l'échange DeRozan contre Kawhi Leonard, évidemment, ce qui amène 2019 au titre, bien sûr, où lui est une part très importante de ce titre-là. Et puis même 2020, donc Kawhi Leonard s'en va. Et même dans la bulle, on se souvient que Toronto et Boston avaient eu une série en demi-finale de conférence totalement dantesque en 7 matchs. Et Toronto aurait pu passer, aurait pu faire finale de conférence, voire finale. On était sur une très très bonne équipe, je trouve. Donc voilà, alors peut-être quand même te lancer sur le... Bon, mettons un peu de côté Houston et son développement personnel, mais sur les premières années à Toronto, finalement, on a aussi l'explosion de quelqu'un qui est un meneur dans la pure tradition, enfin pas la tradition, mais un peu l'âge d'or des meneurs dans ce milieu des années 2010 et quelqu'un qui peut à peu près tout faire, quoi. Oui. Enfin, qui est solide partout, à mon sens, à défaut d'être exceptionnel, quoi, ou d'être très fort. C'est un peu... on a peut-être une vision assez différente du joueur, mais pour moi, le Kyle Lowry devient intéressant le jour où il sort ce pull-up jumper à 3 points et qu'il le rentre avec un taux suffisamment intéressant. Pour moi, là, ça débloque le joueur un peu qu'il est, parce que ça lui ouvre toutes les possibilités le danger qui peut être lui-même, le danger absolu, j'ai presque envie de dire, celui qui empêche de faire de défendre bien un pick and roll. Mais ça, justement, il l'avait à Toronto dès 2014, il me semble. C'est pas l'image que j'ai. Alors, je suis pas allé revérifier.
Mais moi, je sais plus à partir de quel moment il y a un peu cette découverte, mais entre le il l'a et le tout le monde est au courant qu'il l'a, tu Ouais, vois. ouais. Et où tout le monde sait qu'attention, ce machin-là, c'est super important, tu vois. Dans mes souvenirs, 2015, c'est sûr, il avait, et c'est sûr, c'était pas un des meilleurs, mais un des mecs qui pouvait prendre ce tir-là, et c'était dangereux dès 2015, et il me semble que 2014, un peu déjà, quand même. Peut-être, mais tu vois, moi, j'aime pas beaucoup le Kylori de toute la période d'avant, ça, en fait. Je trouve qu'il est pas assez efficace. C'est un playmaker ok, mais juste ok. Et un défenseur qui est bien, mais ok. Mais en termes de scoreur, je l'aime pas trop, en fait. Je le trouve pas très intéressant. Et c'est vraiment quand il a de façon reconnue et que ça a un impact sur l'équipe, son attaque entière et du coup sur la défense adverse, que là, ça commence à devenir un truc assez intéressant. Même si je reste quand même un peu sur ma faim, parce qu'il n'y a pas un volume énorme, il me semble, de ce genre de pull-up tree. Et puis, il y a ça et le catch and shoot. Et sinon, en termes de scoring, c'est un peu. J'accroche pas trop sa création. Je trouve qu'il est pas très. Pas si fort que ça pour se créer un panier quand il faut se créer un panier, quoi. Tu vois. À part ce pull-up qui est bien, mais avec que ça me gêne un peu, quoi. Ok. Alors, du coup, je suis quand même beaucoup plus chaud que toi sur son scoring de manière générale. Alors, Mhm. celle aussi, je disais un peu l'âge d'or des meneurs et un peu la tradition de ce meneur un peu ce rôle de meneur qui finalement a un peu disparu. Aujourd'hui, on a surtout beaucoup de joueurs héliocentriques qui sont capables de tout faire à eux seuls. Dans les années 2010, on avait encore ce rôle un peu de meneur gestionnaire, mais pas que gestionnaire, quoi, justement. Un peu celui qui peut faire un peu de scoring, mais aussi un peu de playmaking et aussi gérer la boutique. Et je trouve qu'il s'inscrivait totalement là-dedans, où effectivement, c'était pas un go-to guy, c'était pas un mec qui avait un volume de fou, mais qui avait quand même un certain volume, je trouve, et une certaine efficacité sur ce volume. J'ai des meilleurs souvenirs que toi au niveau de ce pull-up, du coup, mais aussi sur drive. Je trouve il était quand même assez intéressant sur drive. Et c'est ce qui fait aussi que, voilà, tu as parlé aussi du développement du shoot, mais je trouve que on avait ce côté offensif où le scoring était pour moi suffisant pour être une deuxième option d'équipe à partir du moment où tu as quelqu'un à côté qui peut être la première et un peu être le scoreur d'élite. Je pense que je suis aussi plus chaud que toi sur le playmaking, ce qu'il a pu faire. D'ailleurs, alors ça veut pas tout dire, mais on a vu qu'il a quand même posté pas mal de saisons assez productives en termes de passes décisives, notamment sur la deuxième partie de la décennie. Et je trouve qu'il n'a pas non plus la taille ou la créativité d'ultra élite de, je sais pas moi, de LeBron ou Doncic, mais il a un côté très cérébral et un peu génie du basket, quoi, où je trouve il est capable de faire des lectures très avancées, il a une gestion du jeu, une aisance, une capacité à ralentir le rythme ou à savoir quoi faire, à quel moment, de réfléchir, d'être hyper intelligent, etc., etc. Donc là, moi, je suis assez chaud là-dessus, en plus du côté, évidemment, de volume de création, et ce qui fait qu'on avait un attaquant qui était hyper important, et en plus de ça, qui, je trouve, était un peu même, alors un peu moins sur la fin, on s'en est rendu compte, mais un peu aussi sous-estimé du côté de la défense. Enfin, je sais pas comment toi tu juges un peu sa défense, mais moi je la trouvais au-dessus de la moyenne pour le poste de meneur parce qu'il y avait de la défense sur l'homme, mais il y avait aussi l'impact en défense sans ballon. Ah oui, oui, non, alors je sais pas à partir de quand j'ai vraiment une bonne image de la défense de Kylori, hein, parce que euh, j'ai pas trop de souvenirs de qu'est-ce que valait sa défense sur ces premières années de la décennie. Mais effectivement, à partir du moment où Kylori, c'est-à-dire où il est un peu affiché sur les murs, qu'il est un peu dit, qu'il est vraiment reconnu comme étant un très fort joueur, oui, sa défense, moi, me plaît beaucoup. Un peu tout ce que, enfin, c'est là moi où je vois vraiment son intelligence de jeu. En plus sur un poste où avoir un impact défensif est pas facile. Et comme dire sur l'homme c'est pas mal, mais c'est pas tant là qu'il est intéressant, c'est vraiment sur les côtés, les aides qu'il vient faire, l'anticipation de certains drives ou des choses comme ça où il arrive à y aller avant. D'ailleurs, je crois qu'il est un peu réputé pour être ce joueur capable de provoquer beaucoup de passages en force. Ça aide aussi qu'il soit très costaud. Donc il y a vraiment un côté, pour moi, tu peux vraiment le mettre, faire défendre sur plein de joueurs. Alors il n'est pas très grand, il n'est pas très aérien. Par contre, il est très costaud et il est quand même assez rapide, donc ça c'est bien. Ouais, il est pas aérien, mais sur le plan horizontal, il est fantastique pour faire les rotations, être au bon endroit au bon moment, etc., quoi. Ouais. Pour moi, c'est vraiment ce meneur qui dépasse son poste en termes de défense. C'est-à-dire, il va avoir un impact plus global que ce que tu peux attendre normalement d'un joueur de son poste-là, parce qu'il y a son ballon, parce qu'il y a cette puissance, parce qu'il peut aussi switcher sur beaucoup de joueurs. Donc là, effectivement, c'est vraiment
peut-être pour moi, c'est ce que là où il m'impressionne le plus, c'est sur tout ce qu'il fait, c'est sur son impact global défensif. Son impact global défensif, c'est vraiment ce qui m'impressionne le plus chez lui. Du moins depuis le plus que l'attaque presque, t'as envie de dire. Ouais, moi l'attaque, comme dit, il est plus proche de la moyenne. Il est plus proche de la moyenne en attaque pour toi qu'en défense, ou en défense il est à ce point au-dessus du lot, quoi, presque. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Encore une fois, alors je suis allé revérifier parce que tu m'as fait douter, mais je trouve son efficacité quand même pas mal, surtout pour son volume. Tu vois, au niveau, encore une fois, du True Shooting Plus, donc par rapport à la moyenne, il est à, si on prend les bonnes années à Toronto, enfin les années à Toronto, hein, si on prend même après Houston, on est sur du plus 5, plus 2, plus 4, même plus 7 et plus 13. On a un plus 13 en 2017, ce qui est assez énorme, hein, sur son volume, plus 13% par rapport à la moyenne. Voilà, on disait tout à l'heure, Tony Parker, c'était plus 10. La plus 13, c'est quand même assez fou cette année 2017. Globalement, il y a une très bonne efficacité, même ensuite, même 2018-2019, c'est encore très bon au niveau efficacité. Le volume n'est pas si ridicule que ça, quand même. On est sur entre 22 et 25% d'usage, ou même 26. Donc voilà, encore une fois, c'est pas des 30% de go-to-guy, mais c'est un gros volume de gros lieutenants, on peut dire ça comme ça, qui donc est efficace, voire même très efficace certaines saisons sur ce volume. Il y a le côté playmaking aussi, et en plus de la défense, bien sûr, mais moi, il y a un truc aussi, c'est que je trouvais qu'en fait, il y a eu un peu une mauvaise lecture, ou en tout cas d'un point de vue médiatique ou des fans, où on a on a mal écrit l'histoire, si je puis dire, dans le sens où, pour moi, c'était lui le vrai moteur de Toronto, et même beaucoup plus que DeMar DeRozan, en fait. On a toujours parlé du Toronto de DeRozan. En fait, pour moi, c'était le Toronto de Kyle Lowry, surtout. On a surtout dit aussi ça, parce qu'en plus, ensuite, il y a eu l'échange avec Kawhi Leonard et DeRozan, donc on a un peu fait, on est passé du Toronto de DeRozan à celui de Kawhi. En fait, toutes ces années, pourquoi Toronto est bon, pour moi, hein, c'est le Toronto de Kyle Lowry, d'abord et surtout, quoi. Et là où DeRozan est finalement le roi des points par match et du fameux PER, hein, cette stat avancée qui a 20 ans et qui déjà il y a 20 ans méritait d'être mis à la poubelle. Donc là où DeRozan c'est le roi du PER, des points par match, Lowry c'est le roi de toutes les autres stats avancées. Et alors voilà, c'est pas que les stats avancées, c'est aussi des trucs qu'on voit, qu'on a vu pendant ces décennies, pendant les matchs, hein. Mais ça vient confirmer ça, un peu toutes les stats un peu partout. On peut prendre n'importe laquelle, hein. Au niveau le VORP, donc Value Over Replacement Player, une stat en all-in-one, il a 4 saisons dans le top 20 de NBA dans la décennie, dont 8e et 10e. Donc il a été 8e de NBA et 10e de NBA certaines années. Pour le box plus minus, c'est pareil, 5 saisons dans le top 20 de NBA, dont une saison où il est 8e de NBA. Au niveau des win shares, c'est pareil, 4 saisons dans le top 20 de NBA, dont une saison où il est 8e, etc. etc. Je creuse pas plus, mais voilà. Le vrai, pour moi, bon, excellent joueur qui drivait un peu cette équipe, pour moi, c'était Lowry beaucoup plus que DeRozan, même si je comprends que on a eu un peu l'étiquette, c'est DeRozan le patron, parce que le gros volume au scoring, et on associe ça avec le leader de l'équipe. Mais pour moi, le joueur le plus valuable, il n'y a même pas photo, c'était Lowry. Et même, tu vois, malheureusement, quand Kawhi est venu, du coup, on a remplacé DeRozan par quelqu'un de encore meilleur, 10 fois meilleur dans son rôle-là, donc on n'a pas vu. Mais tu vois, quand Kawhi s'en va, l'année d'après, donc titre en 2019, et donc moi je parle de 2020, il n'y a plus Kawhi, il n'y a plus DeRozan, il y a certes Pascal Siakam qui explose dans un grand rôle, et Van Vliet un peu, même si pas encore autant qu'actuellement, mais un peu. Et le leader, encore une fois, on est sur un très très bon Kyle Lowry, quoi, qui a un gros volume, qui a une belle efficacité, et qui, voilà, Siakam porte pas mal la balle, mais le porteur 1B, si on peut dire, c'est Kyle Lowry. Et encore une fois, cette équipe de Toronto aurait très bien pu faire finale de conférence, voire plus. Ils perdent un match 7 contre Toronto, série magnifique. Enfin bref, 2020, on a surtout vu que, effectivement, oui, c'était le Toronto de Kyle Lowry, quoi. Donc, moi, s'il y a qu'une chose j'espère de vous convaincre en écoutant ce podcast, s'il y a qu'une chose sur laquelle j'espère vous convaincre, c'est ça, c'est que c'était pas le Toronto de DeRozan, c'était le Toronto de Kyle Lowry, quoi. Bon, ça pour moi, c'est, là, c'est un peu, peut-être pas une évidence, mais presque, quoi. Je veux dire, dans le sens, c'est entendu. Et oui, je te rejoins tout à fait sur la valeur de Kyle Lowry, que c'est un joueur génial sur cette période-là. Après, moi, ce qui me, c'est pas un point négatif, hein, c'est juste que tu parlais de son efficacité. Pour moi, elle est quand même pas mal gonflée
mais c'est pas une mauvaise chose, hein. Mais elle est quand même gonflée par son catch and shoot, qui est génial, à 3 points notamment, qui est génial. Je pense qu'il a vraiment un très bon pourcentage sur ce catch and shoot. Je les ai plus à l'esprit, mais c'est vraiment bien, quoi. C'est autour du 40%. Du coup, oui, ça gonfle son efficacité, c'est très bien. Mais du coup, ça rejoint ce que je disais que moi, en termes de création pure, à part ce pull-up à 3 points qui, lui, j'ai pas grand chose à redire, même si d'une année sur l'autre, je crois que ça, c'est pas toujours bien, mais globalement, t'as toujours cette menace-là, t'as toujours ce risque-là, et que ça a l'impact qu'on connaît de cette arme un peu secrète des arrières. Mais pour le reste, en termes de vraiment de capacité à scorer, hormis ce truc-là, par lui-même, là, moi, je le trouve qu'il est pas mal, mais il est juste pas mal, quoi. Là où, alors je sais pas si on compare tout de suite, mais là où Anthony Parker, c'est quasiment du 100%, les paniers que je mets, c'est moi qui me débrouille tout seul, quoi. Alors que dans l'efficacité de Kyle Lowry, t'as beaucoup, et c'est pas de sa force aussi, hein, t'as beaucoup de catch and shoot, tu vois. Donc c'est pour ça qu'en termes de espèce de super joueur à mettre à côté de n'importe qui, bah, Kyle Lowry, il a une valeur exceptionnelle. Tu le mets à côté de Tony Parker, c'est génial. Tu le mets à côté de Kawhi Leonard, c'est génial. Tu le mets à côté de Jokic, c'est génial. Tu le mets seul, c'est très bien aussi. Mais c'est pas lui que je mettrais en. C'est pas le franchisseur que je préférais avoir, quoi. Tu vois. Ouais. Après, ça, c'est des débats un peu trop théoriques pour l'exercice d'aujourd'hui, mais je comprends ce que tu veux dire. Et au final, si on évalue du coup ce qui s'est passé au niveau des performances, c'est presque un choix philosophique, hein. Est-ce que tu préfères Oui, oui. le meneur complet ou est-ce que tu préfères celui qui est un peu plus capable de faire du go-to-guy, quoi, finalement? Mais tu vois, je trouve que Kyle Lowry est moins bon au scoring par rapport à Parker, que Parker n'est moins bon en playmaking et défense par rapport à Lowry. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a un plus petit écart entre le scoring de Lowry et le scoring de Parker, qu'il y a un écart entre, pour moi, tout le reste, playmaking et défense, entre Parker et Lowry. Alors ça peut, je suis pas sûr d'être d'accord, mais ça peut se discuter. Et du coup, d'ailleurs, on peut enchaîner Hmm. sur le classement, ou alors on fera le quiz tout à l'heure, mais pour faire un peu le duel entre les deux, là. Ouais. C'est vrai que toi, du coup, tu mettais Parker devant. Oui. C'est cette capacité de décalage que je trouve que n'a pas autant Laurie. Et d'ailleurs, c'est un peu des reproches qu'on lui faisait, notamment en playoff, je crois. Après, je sais plus ce qui était du vrai ou juste de l'impression, hein, faudra vérifier. Mais voilà, vraiment ce côté, être capable de faire le décalage en tout moment, moi, j'ai une telle valeur que déjà ça met Tony Parker devant. Et puis, comme je te dis, moi, le playmaker de Tony Parker, je le trouve. Je, je suis pas sûr qu'il soit vraiment moins bon que celui de Kyle Lowry. Mais là, j'avoue que je parle sans trop avoir vraiment réalisé. Faudra un peu revoir ça. Moi, je trouve quand même qu'il y a une différence Je veux bien t'entendre, hein. significative. Je suis pas sûr de moi, mais je veux bien Et t'entendre. puis, surtout aussi, sur ce duel-là en particulier, quand on a sur le côté valeur cumulée, finalement, on est un peu obligé de compter les saisons et de les pondérer. Mais Parker, on a dit, il y a 7 vraies saisons et 6 très bonnes, peut-être. Là où pour Kyle Lowry, je pense qu'il y en a un peu plus, quoi. Il y en a peut-être. Ouais, même Il y a s'il est. déjà il y a 10 bonnes saisons en tout et 8 très bonnes. Tu vois ce que oui, parce que vraiment, enfin, après, pour moi, les premières, les Saleh Houston sont pas. Bon, après, c'est du souvenir, hein. Mais j'aime Non, pas non, mais trop. même si on enlève Houston, effectivement, je peux te rejoindre là-dessus. On enlève les 2, 3 premières à Houston. Ouais, tu me diras, il n'y a pas tant d'écart que ça, mais même s'il y a à peu près le même nombre, c'est vrai que moi, je valorise plus celles de Laurie, mais effectivement, c'est un duel Ouais, mais intéressant. je te suis. Enfin, je change pas d'avis, mais j'entends enfin, j'entends, Du quoi. coup, avant qu'on finalise, pardon, Tu peux on peut finaliser si tu finaliser, veux, mais c'est effectivement. pas même, c'est pas pareil. Petit quiz, même si je sais que. Quoique non, tu as été pas mal sur le dernier, donc je te fais confiance. Avec des indices, je suis très très fort, je trouve. Est-ce que tu te souviens, on va faire un qui est sur le terrain, donc une action qui est sur le terrain à ce moment-là. Est-ce que tu te souviens du tir au buzzer de Kyle Lowry en Oui. playoff 2016 du milieu de terrain où Toronto est à -3 avec 3 secondes à jouer et finalement il y a un tir Ave Maria comme ils disent au foot américain et il le met du coup pour envoyer le match en prolongation. Du coup, est-ce que tu es capable de me dire sur ce Toronto-Miami 2016 qui est sur le terrain? Donc 2016, c'est quoi? C'est DeRozan toujours, non? DeRozan, ouais, Kyle Lowry aussi, ça t'en fait 2 déjà. Ouais, Patrick Patterson, Pas sur le terrain, pas dans sur le les rosters mais pas terrain. sur le terrain. Valanciunas. Valanciunas, effectivement. Du coup, j'ai qui? J'ai le meneur, l'arrière, Ouais. le Alors, il te manque un pivot. deuxième meneur finalement, qui était un meneur passé par les Spurs.
passé par les Kings ensuite, il me semble, un meneur très défensif. C'était Corey Joseph. Ah oui, punaise, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de lui. Et un autre qui était un 8e choix de la draft, il me semble. Un arrière drafté très haut, athlétique, du shoot, qui a finalement jamais rien donné. Ah, c'était un tross. Terrence Ross, effectivement. Et du côté de Miami, on a le classique. Hein. Je crois, tu l'as, le classique. Je pense qu'on a, c'est du James Wade Bosch. 2016. Ah, pas James. Non, on a Wade, effectivement, je te le compte. Non, comme tu me dis classique, je pars sur du très classique. Oui. Donc, attends, 2016, du coup, non, ça va être plus compliqué. Donc, Wade. On a quelqu'un qui a été drafté assez haut dans son rôle de d'ailier défensif, mais qui peut faire plus. Un nouveau Iguodala. Justice Winslow, effectivement. On a quelqu'un qu'on a cité d'ailleurs de la draft 2001, un arrière scoreur qui est passé par Miami cette année-là. Joe Johnson. Oui. Oh punaise, j'avais oublié qu'il était à Miami. On a eu un ancien ailier des Bulls qui était dans sa dernière belle année, il me semble. Après, il était complètement cramé. Lou Holding, non ? Lou Holding, effectivement. Et puis le pivot, révélation sur le tas de 2015. À Whiteside. Effectivement, c'est Hassan Whiteside.